bonsoir. Bonsoir. Vous avez le point de vue du philosophe sur la crise sanitaire, la crise économique, on va en parler très largement. Si on prend d'abord votre livre, La vengeance du pangolin, voilà, ce personnage dont on a tellement parlé, qui serait à l'origine de la transmission du virus, quand on le regarde comme ça, nous regarder du fond des âges, parce qu'il vient de très loin, qu'est-ce qu'il nous dit d'après vous ? D'abord, c'est une plaisanterie, la vengeance du pangolin, parce que j'explique qu'effectivement, il n'y a pas de vengeance à proprement parler, que c'est une façon d'en sourire. Je pense que le travail du philosophe, c'est de remettre tout en perspective et dans des longues perspectives. C'est-à-dire qu'on peut effectivement dire, bon voilà, il y a le virus, on peut en parler bien sûr, mais d'où vient-il ? Comment a-t-il été produit ? Qu'est-ce qui fait que cet animal qui pourrait en être le porteur puisse infecter la totalité de la population de la planète ? Et là, on est obligé de se poser des questions du genre la déforestation, le fait que les animaux ne sont plus dans les villes et les hommes dans les campagnes, je veux dire, et les hommes dans les villes, mais qu'on mélange tout, c'est-à-dire qu'on met des hommes dans la forêt, des animaux dans la cité, qu'on mange ces animaux, qu'on se fait blesser par eux, que on appelle ça des zoonoses, c'est-à-dire que les maladies qui sont dues aux animaux passent aux hommes et qu'on a une infection planétaire. Il y a toujours eu, il y a eu les grandes pestes, ça n'attendait pas la mondialisation. Ah non, mais on peut parler de la grande peste aussi si vous voulez, et à ce moment-là, on aura d'autres leçons. Qu'est-ce qui fait qu'elle démarre ? On ne sait pas comment elle démarre. Qu'est-ce qui fait qu'elle s'arrête ? On n'a pas trouvé de médicament et elle s'arrête aussi. Donc c'est une réflexion sur le vivant, et effectivement, un virus, c'est du vivant. Cette incertitude de la médecine, on va parler politique, mais d'un point de vue vraiment beaucoup plus général, est-ce que ça vous a frappé, le fait que les médecins eux-mêmes, souvent, étaient tellement désarmés ? Écoutez, on prête une phrase à Georges Canguilhem, qui est un philosophe et un médecin. Il disait « La médecine est un art au carrefour de plusieurs sciences ». D'abord, c'est une idée, une formule de Bergson, mais c'est une idée extrêmement intéressante. C'est-à-dire que quand vous êtes malade, vous allez voir un médecin, vous n'allez pas en voir 10, et le médecin vous dit ce que vous avez, vous faites attention à ce qu'il vous dit, il y a une prescription, vous prenez les médicaments. Peut-être que d'ailleurs, vous n'auriez pas pris les médicaments, vous auriez été soigné et guéri tout de même, et vous dites « Oh, c'est un bon médecin ». Mais si vous avez fait l'expérience d'aller voir un deuxième médecin, vous avez eu 2 avis. Un troisième médecin, un troisième avis. Et donc, vous avez des gens très bien, puis des gens très mauvais, puis des gens très nuls, puis des gens qui sont excellents. Il se fait aujourd'hui qu'avec l'ère de la post-vérité, et puis les chaînes d'information continues, où il faut qu'il y ait toujours du monde à parler, eh bien, si vous avez mis à parler sur un plateau et à dire et à raconter, si vous mettez 50 médecins sur un plateau, la plupart du temps, vous aurez une quarantaine d'informations différentes. Mais donc, chaîne ou pas chaîne, les médecins avaient des avis très différents. Oui. Les médecins ont parfois changé d'avis. Ils se sont contredits eux-mêmes. Ils l'avouent eux-mêmes. On ne savait pas. Voilà, c'est vieux comme le monde. Vous avez vécu ça à l'intérieur parce que vous avez subi un infarctus, un AVC, et vous dites que ça n'était pas des anecdotes dans votre parcours. Ça a beaucoup compté dans votre réflexion, y compris philosophique. Oui, bien sûr. Vous parlez de cet AVC. Il y a quand même 5 médecins qui sont passés à côté de cet AVC. Et il a fallu qu'un 6e puisse me dire non, ça s'appelle vraiment un AVC, c'est un AVC que vous faites depuis 8 jours. Et 5 sont passés à côté. Et quand j'ai fait cet infarctus, c'est qu'il a fallu effectivement trouver une pharmacie associée vraiment. Et là, j'ai eu une personne qui m'a dit non, pas grand-chose, avait juste fait un petit accident, etc. Moi, je dirais même rien du tout. Un autre qui m'a dit tout, jusque les bêta-bloquants, etc. Donc, refaisons-nous à cette idée que la science n'est pas ce qu'elle prétend. Je pense que dans 2 siècles ou 3 siècles, on rira de notre médecine comme on rit aujourd'hui de celle de Molière. Oui, méfiance. Vous citez Molière précisément, la fameuse formule de Sganarelle, monsieur est même impie en médecine. Vous êtes impie, pas seulement en religion, vous êtes athée tout à fait déterminé, mais aussi très impie en médecine. Vous dites prudence. Oui. Enfin, c'est un athéisme généralisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ni Dieu ni maître d'une certaine manière. Et mettez un X à Dieu et un S à maître. Et en même temps, quand on voit votre critique très dure de la gestion de la crise du Covid par la France, c'est une des lignes directrices de votre livre, on a l'impression que c'est en contradiction avec ce qu'on indiquait au début de cette émission. On va voir ce graphique que le professeur Pittet présentait tout à l'heure, qui montre finalement que la France s'en est pas si mal tirée, que ça a été évolutif. C'est un bon facteur parce que c'est le patient atteint de Covid par million d'habitants, et puis on voit que la mort et le temps sont en jeu, et que la France, par comparaison avec les États-Unis, avec l'Italie, etc., s'en est pas si bien tiré. Est-ce que là, parfois, suspension du jugement, vous révisez votre jugement ? Pas du tout, c'est-à-dire qu'on fait dire ce qu'on veut aux chiffres. Vous savez, en Union soviétique, ils avaient aussi des tableaux pour vous expliquer que tout allait bien, ils avaient des graphiques, ils avaient des courbes. C'est pas tout à fait l'Union soviétique ici. Non, je dis pas ici, mais je dis simplement que j'ai vu sur les plateaux des gens qui venaient même parfois avec leur ordinateur et qui expliquaient et qui montraient des courbes, et on disait « Ah, si la courbe le dit, c'est que c'est vrai ». Simplement, quand on fait de l'épistémologie, c'est-à-dire la philosophie de la science, et qu'on se demande quelles questions ont été posées, par qui, quand, comment, de quelle manière, qui a été testé, est-ce que les chiffres sont les mêmes, si vous dites « Voilà, depuis 10
10 mois. Mais on testait comment il y a 10 mois? Comment est-ce qu'on teste aujourd'hui? Et là, vous vous dites, les mêmes données peuvent être interprétées tout à fait autrement. Et je pense que vous avez d'abord une thèse et qu'ensuite vous allez chercher des chiffres en prétendant que la thèse est confirmée par les chiffres. Quand même, Michel Onfray, est-ce que vous avez un peu révisé votre jugement? Le temps passe et effectivement, au début de votre livre, il y a la crise des masques. On voit que la mondialisation ne fonctionne pas bien parce qu'on n'a pas de masques, parce qu'ils manquent, parce qu'ils viennent de Chine, etc. Aujourd'hui, tout de même, l'Europe a dégagé ce plan gigantesque de 750 milliards. Les masques arrivent, de Chine d'ailleurs. Ça marche assez bien, tout le monde a des masques. Malgré tout, la vieille Europe ne s'en tire pas si mal pour l'instant. Je ne sais pas ce que vous appelez s'en tirer bien, puisque là, actuellement, on est en train de se dire probablement couvre-feu. On est dans un vocabulaire guerrier. Moi, je rapporte dans ce livre-là que le 28 janvier, sur un plateau de télévision, ici même d'ailleurs, j'avais fait savoir que si la Chine confinait, c'est qu'il y avait vraiment des problèmes planétaires, que la Chine n'est pas du genre à confiner une ville de plusieurs millions d'habitants s'il n'y a pas vraiment des problèmes. Et j'avais dit dès le départ qu'il fallait une stratégie et que cette stratégie, elle aurait évité probablement les propagations. Donc aujourd'hui, je n'ai pas revu ma position. Je pense toujours que depuis que le libéralisme fait la loi depuis 1983, depuis que Mitterrand s'est converti au libéralisme. Dans les hôpitaux, c'est l'argent qui fait la loi, c'est plus la santé publique. Et qu'est-ce qu'on découvre ici, là, par exemple? Pourquoi est-ce qu'il y aurait un couvre-feu? Il y aurait un couvre-feu simplement parce qu'il ne faut pas que les cas montent, pour une raison bien simple, c'est que si les cas montent, les hôpitaux vont être engorgés. Qu'est-ce qu'on va découvrir avec des hôpitaux engorgés? Que notre médecine est en mauvais état, que nos hôpitaux sont en mauvais état, qu'on a des gens extrêmement performants, mais à qui on demande des performances de travail qui ne sont pas possibles et pas pensables. C'est un problème politique. C'est pas seulement un problème de santé. On utilise la santé juste pour nous dire, nous n'aurons pas les moyens de vous accueillir tous, donc restez chez vous. Il ne nous faut pas une quantité de malades qu'on ne pourra pas accueillir, simplement parce que l'hôpital est, mesdames et messieurs du libéralisme, dans cet état, parce que vous l'y avez mis depuis 1983. Tout est comparaison. Vous savez très bien qu'on a davantage envie quand même de se faire soigner, malgré tout ce que vous dites, à Paris ou à Marseille ou à Berlin, qu'aux États-Unis, sans assurance maladie, à Los Angeles, ou bien en Russie ou en Chine, dans des systèmes où on ne sait pas très bien la vérité. Franchement, si vous aviez le Covid, là, vous préférez aller où vous faire soigner? Ah non, mais moi je vois très bien comment ça fonctionne dans ma campagne en Normandie. Vous savez, si vous avez un problème dans mon petit village natal de Chambois, 500 habitants, eh bien vous allez pouvoir prendre votre téléphone, il va falloir taper 1, puis 12, puis 42, puis 57, puis attendre, puis ça va sauter, il va falloir recommencer. Vous aurez finalement un rendez-vous dans 6 mois. Parce que c'est dans 6 mois qu'on vous accueillera si vous avez un pépin de santé, vous avez 6 mois pour mourir. Donc la santé française, c'est ça. Alors bien sûr, si vous avez un copain, vous en avez, moi aussi. La plupart du temps, on appelle un copain, qui nous obtient un rendez-vous, parce que ça veut dire quoi? Médecine à deux vitesses, médecine de riches, médecine de pauvres. Cette médecine-là, elle n'est pas défendable. Alors évidemment, si vous me dites au Nigeria, ça se passe quand même beaucoup moins bien, je vous dirais vous avez raison. Mais ceci dit, ça pourrait se passer mieux en France, parce que tout ce qui a été détruit, c'est la même chose avec l'université, c'est la même chose avec l'école, tout ce qui a été détruit parce qu'on a dit mais c'est l'argent qui va faire la loi, eh bien aujourd'hui nous le voyons dans sa pleine nudité. Michel Onfray, vous êtes un intellectuel très brillant. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un peu d'idéologie là? Parce que vous savez très bien qu'aucun pays du monde n'allait construire des services de réanimation avec des milliers de lits en prévision d'une épidémie qui a lieu tous les 100 ans. Il y a une forme chez vous de jusqu'au boutisme. On a l'impression que vous voulez montrer que les démocraties européennes fonctionnent mal. Non, mais gouverner, c'est prévoir, ça se dit beaucoup. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, on nous dit, finalement, on n'avait pas prévu, on ne savait pas. On s'est aperçu qu'il y a des responsabilités chez Hollande, qu'il y avait des responsabilités chez Mme Bachelot, et puis qu'il y avait des responsabilités finalement chez Juppé. Ça veut dire que toute la classe politique, dont on a vu quelques représentants là tout à l'heure sur votre plateau, ont fabriqué un monde. Et personne ne prévoyait la grande épidémie. Quand vous êtes un chef de l'État, vous savez que les épidémies, il faut les prévoir. Et puis, il arrive un jour où ça ne se fait pas avec vous, ou sous vous, mais sous votre suivant, votre précédent, mais que ça en fait partie. Le réchauffement climatique aujourd'hui contribue à la fonte du permafrost, et on sait qu'on y retrouve des virus et des bactéries. Quiconque ne se prépare pas à cette guerre-là n'est pas digne d'être un chef d'État. Quand on vous lit, on a quand même l'impression que vous êtes très très critique sur les démocraties occidentales modérées ici, avec parfois beaucoup d'indulgence pour des régimes durs. Il y a cette page incroyable où vous dites « liberté de la presse ». Et vous dites « attention, la France a reculé de 2 rangs », ce qui est vrai. Mais vous dites « ah, la Chine, ah, l'Iran ». Vous savez très bien que là-bas, on risque beaucoup plus comme petit problème de carrière. On risque la mort, on risque... Expliquez-moi, j'ai dit « ah, la Chine quoi ?» Oui, vous dites on critique la Chine, on critique l'Iran, alors que la France aussi a reculé. Mais vous savez très bien que c'est pas du tout le même ordre de grandeur. Ne laissez pas croire que je dis qu'en Chine et en Iran, ce serait formidable. Je dis pas ça, ouais. Je dis juste que quand nous nous trouvons en 32e position et qu'après 2 années d'Emmanuel Macron, nous nous trouvons en 34e position,
nous avons reculé. Je dis, la liberté de la presse, c'est pas extraordinaire. Vous savez très bien que les risques ne sont pas les mêmes en France, en Allemagne ou autre, et on ne va pas se faire tuer, pendre, comme ça peut être le cas en Arabie Saoudite. J'entends bien, mais ça ne veut pas dire pour autant que parce qu'on ne risque pas une balle dans la tête, on ne risque pas la mort sociale. Parce que, moi, vous avez vu votre bandeau tout à l'heure, formidable, là, rouge-brun. Est-ce une fiction ou pas, avec ma tête en permanence? Michel Onfray, rouge. Non, mais ça, on annonçait votre idée, ça n'a rien à voir. À moins que vous vous sentiez visé. Ça n'avait rien à voir. Non, je dis, chacun comprendra. Je veux dire, il y a toutes ces espèces de messages qu'on fait passer en permanence. Alors moi, je suis un rouge-brun, je suis effectivement, je suis Doriot, etc. Bon, évidemment, ça s'appelle une mort sociale, d'une certaine manière. Vous allez me dire, vous pourriez, en Turquie, vous seriez dans une prison, et peut-être en Chine, vous auriez une balle dans la tête. C'est vrai. Mais ça ne veut pas dire... Michel Onfray, vous n'êtes pas vraiment privé de télévision non, j'entends bien, mais vous savez, la télévision, il y a des gens à qui on déroule un tapis rouge à la télévision, on leur dit vous êtes formidables, vos beaux livres, etc., etc. Puis il y en a d'autres, ils viennent, et on leur dit dites-nous que vous n'êtes pas nazi, dites-nous que vous n'êtes pas fasciste, dites-nous que vous n'êtes pas pétiniste. Je ne vais pas poser cette question-là. Je ne dis pas vous, alors, je dis simplement à la fin, vous dites bon, moi j'ai passé ma soirée, ou mon entretien, puisque je ne vais pas parler de vous, à dire que je n'étais pas celui qu'on annonce en permanence. Michel Onfray, si on entre dans votre raisonnement, qu'est-ce qui se passe d'après vous dans les démocraties occidentales européennes? Est-ce qu'il y a une forme de déclin? Ah oui, ça me paraît évident. J'ai écrit un gros livre qui s'appelle Décadence. Mais depuis que l'Europe est libérale, c'est l'argent qui fait la loi. Est-ce que le Covid l'accélère, selon vous? Le Covid, c'est un révélateur au sens photographique du terme. Ça veut dire que ce n'est pas le révélateur qui a fabriqué la photo. C'est vrai qu'il faut avoir fait un peu de tirage papier sur les photos, mais d'un seul coup, vous faites advenir l'image. Eh bien, le Covid montre qu'effectivement, nous ne sommes pas capables de fabriquer des masques. Nous ne sommes pas capables, je parle du début, de fabriquer des tests. Nous ne sommes pas capables d'avoir une politique de prévention. Nous ne sommes pas capables d'avoir une politique immédiate qui consisterait à dire immédiatement on va tester un maximum de gens et puis on va isoler un maximum de personnes de façon à éviter un isolement total et généralisé. Nous nous retrouvons devant la configuration d'un couvre-feu aujourd'hui. Est-ce qu'il y a selon vous un mal plus profond? On l'évoquait dans le plateau précédent, une espèce de doute sur la démocratie. Vous avez écrit des pages très fortes là-dessus, en disant il y a d'autres systèmes, l'islamisme par exemple, dans sa dimension violente, mais pas seulement. Souvent les gens ont plus de foi dans ce système-là, comme en d'autres temps les communistes, comme en d'autres temps les nazis, que la démocratie qui, hélas pour nous, aurait quelque chose de vieillissant. Elle n'est pas que vieillissante. Je vous rappelle que quand en 2005, les Français votent non au traité européen et qu'on leur dit en 2008, vous l'aurez tout de même, ce traité, est-ce qu'on est encore en démocratie? Est-ce qu'on a le droit d'interroger la démocratie? Il y a plein de moments où on se dit, mais 60% des Français n'ont pas voté aux dernières élections, 60% et rien, c'est la même chose. Nous allons avoir assez probablement la prochaine fois un Macron et une Marine Le Pen, parce qu'on sait très bien qu'on va nous faire le coup de l'antifascisme qui va faire que l'humanité va nous dire qu'il va falloir voter pour un candidat de droite. Pardon, le coup, là, ce sont les électeurs qui votent librement. Pourquoi vous dites le coup? Parce qu'on va vous dire, en gros, attention, le dimanche prochain, c'est fascisme ou républicanisme ou démocratie. Donc vous n'allez pas vouloir le fascisme. Et globalement, vous vous dites, mais pourquoi est-ce que ce goulot d'étranglement ne nous donne que ce genre de choix? Dans une démocratie, vous savez, normalement, on a des choix divers et multiples. On n'a pas juste un entonnoir qui nous fait dire que, de toute façon, c'est joué. Dans 18 mois, on sait quels sont les candidats qu'on retrouvera au deuxième tour. Ça, c'est la liberté de vote. Si on est dans cette configuration-là, est-ce que vous choisirez? Ah non, mais moi je dis quand les élections sont faites avant qu'on aille voter, pourquoi est-ce que j'irais voter? Donc j'ai dit depuis très longtemps, je peux vous parier 10 caisses de champagne, le candidat qui sera élu au deuxième tour, d'ailleurs la plupart du temps il l'est au premier tour, ce sera un candidat de Maastricht. Alors après on dit il est de droite, après on dit il est de gauche, on nous dit c'est Sarkozy, ouh là là, quelle horreur, après on nous dit c'est Hollande, ouh là là, quelle horreur. Mais globalement, on arrive par voter finalement pour le système, et toujours pour le système. Michel Onfray, vous étiez impie en santé, on le voyait au début. Est-ce que vous n'êtes pas finalement un peu impie en politique? C'est Valeurs Actuelles qui avait fait la liste de toutes les vacheries que vous disiez sur les politiques. Elle est très impressionnante. Oui. Manuel Valls, un matador de vaches laitières. François Hollande, un Rastignac dégonflé. Emmanuel Macron, une de vos cibles favorites, produit d'appel du grand capital. Jean-Luc Mélenchon, narcissique qui connaît le tribunal révolutionnaire mais ignore que Thermidor aura eu lieu. Marine Le Pen, robot sans cervelle, etc. Bon, vous voyez, j'en épargne aucun déjà. Ça de gagner. Est-ce que vous n'êtes pas d'abord un peu méchant? D'abord, ça s'appelle un extrait. Un extrait suppose un texte suppose un contexte. Bien sûr. Non, mais je veux dire, enfin, l'art de la vacherie, vous êtes libre. Fouquier-Tinville disait « Donnez-moi une phrase de n'importe qui et je vous l'envoie à la guillotine ». Oui, j'ai écrit ça dans un contexte qu'on oublie à chaque fois. C'est-à-dire qu'effectivement, je réponds à des moments d'actualité et ce sont des textes qui sont parus dans des moments extrêmement précis. Et je vais d'ailleurs faire un gros livre qui va s'appeler « Foutriquer ».
ce que vous voulez de l'humour, il faut triquer, et qui reprendra tous ces textes, qui sont des textes dans la tradition française, voltairienne, swiftienne, même si Swift est irlandais. Mais je veux dire que c'est la tradition de l'ironie, c'est la tradition du pamphlet. Oui, je suis dans cette logique de l'ironie, mais je veux dire que moi, je fais quelques plaisanteries quand ces gens-là nous pourrissent la vie au quotidien. Alors, dans ce jeu de qui reste debout, selon vous, hein, qui peut porter cette aspiration souverainiste, appelez-la comme vous voulez, qui peut porter ça, d'après vous, en politique ? Moi, personne. Et il est bien évident que dans le personnel politique aujourd'hui, personne. Tous ces gens-là sont plus ou moins responsables de ce qui a eu lieu. Il y a un moment donné où il faut faire amende honorable. Tous ces gens-là ont rendu possible le système maastrichtien, donc très bien. Et est-ce qu'il n'y a pas dans ce tous mauvais, je ne suis pas en train de vous traiter de Doriot, c'est l'allusion que vous faisiez au début sur Doriot, petite frappe fasciste, communiste puis fasciste. Non, mais effectivement, quand on renvoie comme ça tout un personnel politique, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de dangereux, comme dans les années 30, où il y a une dérive, où tout système parlementaire, tout système parlementaire est déclaré suspect? Il est suspect. Je n'ai pas besoin de le déclarer suspect. Vous avez Marine Le Pen est à 40% au deuxième tour des élections présidentielles et elle a combien de députés? Elle a un sénateur, je crois, et combien de députés? 2 ou 3 ou je ne sais quoi. Le Parti communiste qui est à 2%, à peu près comme le Parti animaliste, en a combien? 20%. Combien est-ce que vous avez de chauffeurs de taxi à l'Assemblée nationale? Combien est-ce que vous avez de femmes de ménage, d'ouvriers agricoles, de maçons? Je ne dis pas... Bouygues. Hein. Oui, mais quels systèmes sont meilleurs d'après vous quand on a vu l'Union soviétique? Je vais vous répondre. Effectivement, vous me posez la question de l'homme providentiel. Moi, je pense que c'est le peuple qui est providentiel. C'est pas l'homme qui est providentiel. Cette façon toujours un peu religieuse de dire il nous tombera du ciel une espèce de divinité qui va régler le problème en un coup de cuillère à peau parce que nous sommes dans une grande tradition jacobine. Moi, je pense que c'est le peuple qui a le pouvoir et que si le peuple s'en empare en disant mais nous pouvons fabriquer des écoles, des coopératives, des mutualisations, des banques qui soient vraiment populaires, nous pouvons ici et maintenant fabriquer une révolution en les laissant jouer à la politique politicienne dont on sait très bien qu'elle ne change pas vraiment beaucoup la vie quotidienne des gens les plus simples, les plus pauvres et les plus modestes. Michel Onfray, si on résume tout, est-ce qu'il n'y a pas chez vous une forme de pessimisme fondamental? Beaucoup de gens, peut-être pas tous, mais beaucoup de gens se disent on vit quand même mieux en 2020 en termes de longévité, d'espérance de vie. On est mieux soigné, malgré tout ce que vous disiez au début, qu'il y a 50 ans. On voyage beaucoup plus qu'il y a 50 ans. Vous parlez très bien de votre mère, femme de ménage. Il y a des générations entières qui vivaient dans une condition très difficile, qui vivent quand même beaucoup mieux. Est-ce que vous entendez tout ça? J'entends que vous me tenez le langage de la quantité. Et moi, je vous parle de la qualité. C'est bien aussi la quantité, quand il faut vivre. C'est pas très grave de vivre jusqu'à 110 ans quand on a vécu 40 ans en légumes, par exemple, ou quand on est dans des EHPAD où on est infantilisé. J'ai vu l'autre jour une dame dans un reportage qui avait un nounours et qui... Il y a plein de gens qui vivent très bien à 90 ans, en pleine forme. On avait Ginette Kolinka, à votre place, elle a 95 ans, est en pleine forme. Formidable, formidable. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Je dis simplement que quand on prend un chiffre en nous disant, vous savez, vous prenez le salaire le plus élevé en France, je ne sais qui est le plus riche de France, puis vous prenez le salaire le plus bas, vous faites le total, vous divisez par 2 et vous dites en France, la moyenne est de temps, ça nous fait une belle jambe. Eh bien, c'est la même chose quand vous dites l'espérance vie augmente. Mais pourquoi faire de cette vie-là? Les anciens sont jetés dans des mouroirs. Vraiment, regardez, on n'est plus capable de les accompagner, de s'en occuper, de leur laisser une place dans la famille, de faire de telle sorte que nous fassions ce qu'ils ont fait pour nous et ce que d'autres vont faire après nous, etc. Moi, je vois plutôt la disparition de la qualité de la relation et vous me parlez de la quantité de l'espérance vie. Après, on pourrait reprendre sur les questions de la santé et je pourrais... Mais je vois que vous avez d'autres questions. Non, est-ce que c'est la fin de la grande espérance, d'une grande espérance démocratique? Montesquieu, Voltaire qui disait, voilà, les biens, la circulation des biens, oui, les masques qui viennent de Chine, oui, les produits qui font le tour de la Terre, mais aussi les idées, les personnes, c'est petit à petit le progrès, vous n'y croyez plus? Là encore, je ne sais pas ce qu'on appelle le progrès, pour le coup. Je ne crois pas qu'il en aille d'un progrès quand on envoie les personnes âgées dans les EHPAD, comme on dit, pour ne plus dire les maisons de retraite. Ça n'est pas un progrès pour moi. Alors si on passe de la 4G à la 5G en disant « formidable, dans les campagnes, on va pouvoir recevoir les chaînes en information continue dans les coins les plus reculés », quel type de progrès formidable on connaît ces temps-ci.
Moi, je crois au progrès, mais je crois au progrès dans l'humain, dans l'humanité. Et nous ne faisons pas vraiment beaucoup d'efforts pour aller dans ce sens-là, dans ce sens de ce progrès-là. Michel Onfray, continuons la conversation, mais on va convier Samira El Gadir. Elle s'occupe des vérificateurs pour TF1 et LCI. Et on est au cœur de la discussion parce qu'au fond, est-ce que ça va moins bien ou est-ce que ça va mieux? Il y a dans vos livres, dans vos textes, cet argument sur une forme de pauvreté qui aurait augmenté pour beaucoup de Françaises et de Français. Et ça, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose très souvent. Samira El Gadir, d'abord, est-ce qu'effectivement, il y a eu dans une grande partie de la population française un appauvrissement? Oui, c'est très clair dans les chiffres. Regardez avec moi ce premier chiffre, 1 063 € par mois, ça c'est le seuil de pauvreté en France. Donc c'est le seuil en dessous duquel on est donc considéré comme pauvre. En 2008, pendant la précédente crise économique, 13,2% des Français vivaient en dessous de ce seuil de pauvreté. 10 ans plus tard, ce taux il est monté à 14,8%. Ça représente plus de 9 millions de Français, comme vous pouvez le voir. L'autre indicateur intéressant à observer, c'est le nombre de bénéficiaires des minima sociaux. Prenons le RSA, par exemple, d'après les caisses d'allocation familiale que j'ai eues tout à l'heure au téléphone. Il a été versé en mars dernier à près de 2 millions de personnes. Donc là, on est avant la crise sanitaire et ce chiffre déjà il est en hausse. C'est bien, ça ne va pas s'arranger avec la crise, avec les pertes d'emploi, les pertes de revenus, avec le chômage partiel et puis toutes ces familles, on le sait aujourd'hui, modestes qui pouvaient bénéficier de la cantine scolaire, elles ont dû du jour au lendemain payer 3 repas par jour pour toute la famille. Résultat, là aussi, le nombre de demandes pour l'aide alimentaire a augmenté de 20 à 25%. En fait, la crise Darius, elle a affaibli tous ceux qui n'avaient déjà pas beaucoup, à savoir les ménages modestes, les intérimaires, mais aussi les jeunes. Je vous donne un dernier chiffre. Le taux de pauvreté chez ces jeunes, justement de 18 à 29 ans, en 2002, il était de 15,2%. En 2018, ça c'est le dernier chiffre dont on dispose, il est de 19,7%. Alors tout de même, si on va plus large, si on regarde les générations par rapport à nos grands-parents, à nos arrière-grands-parents, est-ce que là quand même, il y a un progrès significatif? Alors là, c'est vrai, si on se situe à une échelle beaucoup plus large, on peut faire un bond en arrière. Il y a 50 ans, dans les années 70, effectivement, le revenu médian en France, regardez, c'est intéressant à observer, il était de 827,80 €. En 2018, il y a 2 ans, donc, il était de 1 771 €. Donc oui, il y a du progrès. Oui, et on a des logements de meilleure qualité, on est mieux couvert par les assurances, on peut communiquer à tout moment, mais tout ça, ça a un coût, ça s'appelle les dépenses contraintes. Et aujourd'hui, les dépenses contraintes, eh bien, elles pèsent beaucoup plus dans notre budget, à commencer par le logement. Aujourd'hui, le logement, il représente près de 27% du budget des ménages. Il y a 30 ans, les Français y consacraient à peine 20% de leur budget. On le voit aujourd'hui, les loyers, les prix à l'achat explose dans les grandes villes notamment, et plus on est pauvre, plus on est isolé, plus ça pèse dans notre budget. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui explique en partie que beaucoup de jeunes retournent vivre chez leurs parents ou y restent. D'après la Fondation Abbé Pierre, là aussi un dernier chiffre, 4,5 millions de jeunes majeurs vivent chez leurs parents ou leurs grands-parents. Michel Onfray. C'est terrible. C'est terrible pour vous? Oui. 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 Il y a la deuxième partie aussi, où quand même, il y a eu une amélioration sur 2 générations, ça vous l'entendez aussi? Oui, mais la société de consommation n'existant pas, à quoi servaient les salaires à l'époque? Vous savez, moi je me suis retrouvé à une époque en Union soviétique avec beaucoup d'argent, il n'y avait rien à acheter. Ça sert à quoi d'avoir beaucoup d'argent? C'est-à-dire qu'il y a une époque où les enfants aujourd'hui, il faut leur acheter des chaussures de marque, après ça il faut leur acheter des téléphones, il faut des vêtements qui changent, etc. etc. Nous on avait un vêtement qui durait 2 ou 3 saisons. C'est pas comparable. Je veux dire, dans une société de consommation, quand les salaires sont bas parce qu'il n'y a rien à consommer, il y a un certain type de pauvreté, mais il y a une frugalité heureuse, d'une certaine manière. Aujourd'hui, il y a un désir considérable qui n'est jamais satisfait. On désire toujours plus qu'on ne peut satisfaire. Mon père était, on était pauvre à la maison, mais je veux dire, on était riche parce qu'on ne désirait pas au-delà de ce qu'on pouvait s'offrir. C'est ça la vraie richesse. Est-ce que pour vous, les écologistes portent ça aujourd'hui? Oui, certains disent des choses extrêmement intéressantes. Quand il s'agit de politique politicienne, de fabriquer un candidat pour les présidentielles, de savoir si on va s'allier à la droite ou à la gauche, tout ça me fatigue. Mais chez les écologistes qui ont vraiment un sens de l'écosophie, pas seulement la nature, pas seulement la planète, mais le cosmos, donc la planète dedans, et cette idée que l'écologie, ça se vit, c'est pas seulement un programme politique, c'en est un, mais ça se vit. Et moi, j'ai de l'admiration pour les gens qui vivent selon la décroissance, selon les principes de la décroissance, ou de gens qui estiment que les petits gestes au quotidien, finalement, ça fait un engagement, et l'engagement, c'est une pratique. Et moi, je préfère les gens aux engagements modestes, pratiques et concrets, plutôt que les grands théoriciens qui ne font rien, puis qui parfois font même le contraire. Est-ce que ça vous amène à être même de ceux qui disent « au moins le Covid aura changé notre vie ». On entend ce discours-là. Non, on ne peut pas dire ça. Je veux dire, ça a tué des gens, ça tue des gens.
ça laisse des gens dans des états pas possibles. Enfin, on sait bien qu'il y a des traces, qu'il y a des gens qui ont définitivement perdu un certain nombre de facultés. On ne peut pas prendre ça à la légère. On ne peut pas dire qu'il y a du bien dans ce genre de situation. Nous évoluons de toute façon, je ne dis pas que c'est un progrès, mais nous évoluons dans le sens d'une espèce de planétarisation, de gouvernement planétaire, on va vers le transhumanisme aussi. Et il y a des gens qui sont là embusqués, alors on va dire que je suis un complotiste, mais il y a des gens qui sont là embusqués en se disant formidable, si seulement on pouvait accélérer le télétravail, et bien on va pouvoir vendre de la 5G, et puis si on pouvait vendre un certain nombre d'autres choses, on va le faire, on va en profiter. Ça c'est le commerce, ça existe aussi. Il y a aussi les embusqués anti-croissance qui disent formidable, la croissance va baisser, moins de trajets en avion, embusqué pour embusquer. Oui, alors après, posons vraiment la question du trajet en avion. Qui fait des trajets en avion? Pourquoi? Pour quelles raisons? Etc. Pourquoi est-ce que y a des gens qui ont le droit de polluer sans problème, quand vous avez vraiment un porte-container incroyable qui pollue autant que la totalité du département de l'Aisne pendant 15 jours, pendant 15 ans, je veux dire, ceux-là, ils peuvent continuer à polluer, pendant qu'un paysan qui, lui, roule avec un vieux diesel va se trouver verbalisé parce qu'effectivement, il est en train de percer la couche d'ozone. Il y a simplement 2 poids 2 mesures, et je pense que si vraiment on veut arrêter la pollution là où elle est, eh bien, on devrait arrêter de taper sur les gens les plus simples et les plus modestes. Il y a des vrais gros pollueurs dans l'industrie française. Gens simples et modestes qui voyagent aussi beaucoup, ça s'est beaucoup démocratisé, et qui sont les premiers souvent à voyager. Oui, et je ne suis pas de ceux qui disent les vieux restez chez vous, il y en a marre, ou de ceux qui disent les vieux vous n'avez qu'à crever, avec le Covid laissez la place. On a quelques philosophes qui manifestent dans ce genre-là. Oui, les personnes âgées ont le droit de faire du bazar dans les avions pour aller se chauffer leurs vieux os aux Antilles, parce que ça peut trouer la couche d'ozone, mais finalement ils ont travaillé, ils ont économisé, ils ont bien le droit à un peu de loisir. Et il n'y a pas que les riches qui ont le droit de prendre les avions en première classe pour aller voir une exposition à Venise ou une documenta à Cassel. Quand on vous entend, Michel Onfray, est-ce que vous n'êtes pas plus contradictoire que ce qu'il y paraît parfois, franchement? Exemple à l'instant? Non, moi je vois une cohérence, c'est le souci des petits, des humbles, des sans. Je ne vois pas pourquoi. J'ai vu BHL sur un plateau il y a quelque temps, lui il roule en jet privé, il n'y a aucun problème. Et puis d'un seul coup, ce sont ces gens-là qui nous diraient que les vieux, ils n'ont qu'à laisser la place, ça suffit bien maintenant, après tout. Et puis les vieux, ils restent chez eux. C'est pas ce qu'il dit en l'occurrence. Non, mais tous ces gens qui nous disent il faut accepter qu'on vive normalement avec le Covid. Le Covid ne tue jamais que des vieux qui ont fait leur temps. Donc les vieux qui ont fait leur temps, c'est l'EHPAD ou rien du tout. Ils peuvent m'embêter parfois dans des avions parce qu'ils font beaucoup de bruit, ils applaudissent au décollage ou à l'atterrissage ou ce genre de choses. Et alors, ils ont le droit de se reposer, de se détendre, de penser un peu à eux aussi. Michel Onfray, vous parliez de l'enfance, on parlait de votre mère. Il y a une scène que vous vous rappelez souvent, c'est votre mère, femme de ménage, qui reçoit un petit paquet avec les restes de ses patrons, qui lui, voilà, on les aurait jetés à la poubelle si on ne les avait pas donnés. Ça vous a marqué. C'est quoi? C'est la lutte des classes. Il y a toujours une lutte des classes, d'après vous? Plus que jamais. Vous avez donné des chiffres formidables. Je veux dire que quand moi, là où j'habite, je vois des gamins passer en mobilette, livrer des pizzas à 11h du soir. Comment voulez-vous faire des études dans de bonnes conditions dans ces cas-là? Vraiment. Il y a des enfants qui ont des bons studios dans les bons quartiers, dans les bonnes villes, et qui, eux, n'ont pas de problème. Et en même temps, est-ce qu'il y a mieux que le système libéral quand on compare l'histoire de la planète, les démocraties libérales, par rapport à ce qu'a fait l'Union soviétique, par rapport à ce qu'ont fait beaucoup d'autres systèmes qui ont essayé d'autres voies? Est-ce que ce n'est pas le meilleur système à l'exception des autres? Vous savez, moi, quand j'étais en terminale, on avait un prof d'histoire qui nous disait il y a deux économies, il y a le capitalisme et il y a l'Union soviétique. Et donc, bon, très bien. Moi, c'était l'époque où je lisais Proudhon. Et quand on me demandait de choisir entre l'Union soviétique et les États-Unis, je dis non, ni l'un ni l'autre. Regardez, Proudhon, il fait une proposition tout à fait particulière. Oui, il y a mieux que le libéralisme. Le capitalisme est indépassable. On n'a pas le temps de s'exprimer là-dessus, mais le capitalisme est indépassable. C'est l'art de produire des richesses avec de la rareté. Mais le libéralisme, c'est le marché qui fait la loi. Le marché, quand il fait la loi dans l'hôpital, vous voyez ce que ça donne. Michel Onfray, dernier mot, réaction à l'actualité immédiate. C'est des choses qui se confirment pour un couvre-feu dans les jours prochains. Couvre-feu pour donner un coup d'arrêt à l'épidémie de Covid. Alors, les réactions vont se multiplier ce soir dans tous les camps. Quelle est la vôtre? Et ça me paraît évident qu'on est obligé d'arriver à ce genre de choses. On est dans un pays catholique. Vous qui connaissez les pays protestants, ça ne se passe pas du tout de la même manière. Quand vous avez une espèce de civisme, les gens se disent entre Dieu et moi, c'est la ligne directe. Et j'ai intérêt à faire attention, même s'ils ne croient pas en Dieu, donc en Suisse ou dans les pays scandinaves. Les catholiques, il y a toujours un curé entre deux. Donc vous pouvez toujours mentir, trahir, tromper, 3 pater, 2 ave, des indulgences, vous payez, et puis au ciel, on arrangera ça avec Dieu. Et je pense qu'il y a effectivement un incivisme qui fait que les gens se comportant tellement mal que de temps en temps, on est obligé de dire on vous a laissé faire, vous vous êtes mal comporté, hélas, on va être obligé de passer à la vitesse supérieure.